Les Anglais et les Français, historiquement, on a toujours aimé se taper dessus. Mais quelles sont nos plus grandes victoires militaires face à l'Angleterre? Je vais vous en présenter 10. Bien sûr, il y en a plein d'autres, et si je ne parle pas de votre préféré, n'hésitez pas à la citer en commentaire. Le 27 juillet 1214, les plaines de Bouvines, dans le nord de la France, furent le théâtre d'une bataille décisive qui allait façonner l'avenir de l'Europe médiévale. D'un côté, se tenait l'armée du roi de France, Philippe Auguste, forte d'environ 16 500 hommes, incluant 1500 chevaliers. De l'autre, une coalition menée par l'empereur Othon IV, regroupant environ 24 000 combattants, dont 6 000 chevaliers et 18 000 fantassins. Cette confrontation était l'aboutissement d'années de tensions entre les Capétiens et les Plantagenets. Jean Santerre, roi d'Angleterre, avait orchestré une vaste alliance contre Philippe Auguste, incluant des seigneurs flamands, allemands et même français dissidents. Leur plan était d'attaquer la France sur deux fronts, Jean par le sud-ouest et Othon par le nord. Le matin de la bataille, Philippe Auguste, initialement en retraite, fut contraint de faire volte-face lorsque son arrière-garde fut attaquée alors qu'elle traversait la rivière Marque. Ce retournement inattendu permit aux Français de se positionner avantageusement. La bataille se déroula en 3 phases principales. Sur l'aile droite française, les chevaliers champenois et bourguignons affrontèrent les troupes flamandes de Ferrand. Au centre, une lutte acharnée opposa l'infanterie impériale aux chevaliers français avec pour objectif la capture de Philippe Auguste. L'aile gauche française, menée par Robert de Dreux, fut initialement mise en difficulté par les Anglo-Brabançons. Le tournant de la bataille survint lorsque Philippe Auguste lui-même fut désarçonné et faillit être capturé. Sauvé in extremis par ses chevaliers, cet épisode galvanisa les troupes françaises. Simultanément, une percée de l'aile droite française permit la capture de Ferrand de Flandre, démoralisant les coalisés. Othon IV, voyant la situation se détériorer, tenta une attaque désespérée au centre, mais fut repoussé et contraint à la fuite. Cette déroute du commandement impérial précipita l'effondrement de la coalition. La victoire française fut totale. Les pertes s'élevèrent à environ 1000 morts de chaque côté, mais les coalisés laissèrent 9000 prisonniers. Parmi les captifs de Marque figuraient Ferrand de Flandre et Renaud de Damartin. Philippe Auguste consolida son pouvoir en France. Jean Santerre, affaibli, dut accepter la Grande Charte l'année suivante, et Othon IV perdit son trône impérial au profit de Frédéric II. Plus qu'une simple victoire militaire, Bouvines devint un symbole de l'unité française et du triomphe de la monarchie capétienne. Certains historiens estiment que c'est cette bataille qui a vu naître le sentiment d'appartenance nationale français. Elle marqua un tournant dans l'histoire de France, posant les fondations de l'État centralisé qui allait émerger dans les siècles suivants. Au cœur de l'été 1242, les rives de la Charente furent témoins d'un affrontement crucial entre le jeune roi de France Louis IX, futur Saint-Louis, et une coalition rebelle menée par Henri III d'Angleterre et Hugues X de Lusignan. Cette bataille, connue sous le nom de bataille de Taillebourg, allait marquer un tournant décisif dans l'histoire médiévale française. Le contexte de cette confrontation remontait à plusieurs années. Les tensions entre la couronne française et les Plantagenets couvaient depuis longtemps. Henri III d'Angleterre, désireux de reconquérir les territoires perdus par son père, Jean Santerre, avait tissé une alliance avec des seigneurs mécontents du pouvoir grandissant des Capétiens. Le 21 juillet 1242, les deux armées se font face de part et d'autre de la Charente. D'un côté, les forces royales françaises, estimées à environ 24 000 hommes, incluant 4 000 chevaliers. De l'autre, la coalition anglo-poitevine, forte d'environ 22 000 combattants, comptant sur l'avantage du terrain et la détermination de ces nobles rebelles. Le déroulement de la bataille fut aussi bref qu'intense. Au matin, les troupes françaises, menées par le jeune Louis IX en personne, lancèrent une attaque audacieuse sur le pont de Taillebourg. La résistance fut farouche, mais la bravoure du roi et l'efficacité de ses chevaliers permirent de forcer le passage. Une fois sur l'autre rive, les Français déployèrent rapidement leurs forces, prenant de vitesse leurs adversaires. Surpris par la rapidité de l'assaut français, Henri III et ses alliés se retrouvèrent vite en difficulté. La cavalerie française, exploitant habilement le terrain, parvint à isoler plusieurs contingents ennemis. Voyant la situation se dégrader rapidement, Henri III prit la décision de battre en retraite vers Saintes, abandonnant le champ de bataille aux Français. Cette retraite précipitée se transforma bientôt en déroute, les troupes royales françaises poursuivant sans relâche les fuyards.
La victoire éclatante de Louis IX consolida son autorité sur le royaume, mettant un terme aux ambitions d'indépendance des grands seigneurs du sud-ouest. Henri III d'Angleterre, humilié, dut renoncer à ses prétentions sur les territoires français, signant peu après le traité de Paris qui entérinait la domination capétienne. Pour la France, cette victoire marqua une étape cruciale dans le processus de centralisation du pouvoir royal. Elle permit à Louis IX d'asseoir son autorité sur l'ensemble du territoire, pavant la voie à l'émergence d'un État fort et unifié. La bataille de Taillebourg a marqué l'histoire de France comme un symbole de la puissance montante de la monarchie française. Elle illustra la capacité du jeune roi Louis IX à s'imposer face aux forces qui menaçaient l'unité du royaume, préfigurant le règne glorieux qui allait suivre et qui lui vaudrait plus tard sa canonisation. Au cœur de la guerre de 100 ans, l'année 1428 vit se dérouler l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire de France, le siège d'Orléans. Cette ville stratégique, clé du royaume de France, allait devenir le lieu d'un affrontement décisif entre les forces anglaises et françaises. Le contexte était sombre pour le royaume de France. Le roi Charles VII, surnommé le roi de Bourges, ne contrôlait plus qu'une partie du territoire au sud de la Loire. Les Anglais, maîtres de Paris et d'une grande partie du nord, avaient pour objectif de s'emparer d'Orléans pour ouvrir la voie vers le sud. Le 12 octobre 1428, les troupes anglaises, fortes d'environ 5000 hommes sous le commandant du comte de Salisbury, encerclèrent Orléans. Face à eux, la ville comptait quelques milliers de défenseurs, mais moins que les Anglais, renforcés par des milices urbaines. Le siège débuta par la prise des forteresses environnantes. Les Anglais construisirent des bastilles autour de la ville pour l'isoler complètement. Malgré leur infériorité numérique, les Orléanais résistèrent farouchement, les mois passèrent, et la situation devint critique pour les assiégés. Les vivres étaient de plus en plus rares, et le moral était au plus bas. C'est alors qu'intervient un événement qui allait changer le cours de l'histoire, l'arrivée de Jeanne d'Arc. Le 29 avril 1429, Jeanne, accompagnée d'une petite troupe, parvint à entrer dans Orléans. Sa présence galvanisa les défenseurs et insuffla un nouvel espoir. Sous son impulsion, les Français lancèrent une série d'attaques contre les bastilles anglaises. Le 4 mai, la bastille de Saint-Loup tomba. Le 6 mai, ce fut au tour des Augustins. Le 7 mai, l'assaut final fut donné contre la puissante forteresse des Tourelles. Malgré une résistance acharnée des Anglais, les Français, portés par l'élan insufflé par Jeanne d'Arc, emportèrent la position. Le 8 mai 1429, après 7 mois de siège, les Anglais levèrent le camp, abandonnant leur matériel et leurs blessés. Orléans était libérée. Sur le plan militaire, elle marqua un tournant dans la guerre de 100 ans, redonnant l'initiative aux Français. Sur le plan moral, elle restaura la confiance du peuple français et renforça la légitimité de Charles VII. Pour Jeanne d'Arc, ce fut le début d'une épopée qui l'amènerait à faire sacrer Charles VII à Reims, transformant une jeune paysanne en héroïne nationale. Le siège d'Orléans reste gravé dans l'histoire française comme un moment de résistance héroïque et de retournement miraculeux. Il symbolise la capacité de la nation française à se relever dans les moments les plus sombres, portés par la foi et le courage. Chaque année, le 8 mai, Orléans commémore sa libération, perpétuant le souvenir de ces jours où le destin de la France bascula, grâce à la détermination de ses défenseurs et à l'inspiration d'une jeune fille venue de Lorraine. Le 18 juin 1429, dans les plaines de la Beauce, se joua l'une des batailles les plus décisives de la guerre de 100 ans, la bataille de Patay. Cette confrontation allait marquer un tournant majeur dans le conflit séculaire opposant la France et l'Angleterre. Le contexte était celui d'une France meurtrie, dont le nord était occupé par les Anglais. Cependant, le vent commençait à tourner. Quelques semaines plus tôt, Jeanne d'Arc avait mené les Français à la victoire en levant le siège d'Orléans. Galvanisés par ce succès, les Français reprenaient l'initiative. Ce jour-là, près de 5000 soldats anglais, menés par les redoutables John Talbot et John Falstaff, faisaient face à une avant-garde française d'environ 1600 hommes, bientôt rejoints par le gros des troupes. Les Français étaient commandés par des capitaines aguerris tels que La Hire et Jean Pothon de Xaintrailles. Le déroulement de la bataille fut aussi bref que décisif. Alors que les Anglais se préparaient à prendre position, un incident inattendu bouleversa leur plan. Un cerf, effarouché par les éclaireurs français, bondit vers les lignes anglaises. Les cris de surprise des soldats anglais trahirent leur position, offrant aux Français un avantage inespéré. Sans attendre, la cavalerie française, menée par La Hire, lança une charge fulgurante. Les archers anglais, pris de court, n'eurent pas le temps de planter leurs pieux défensifs.
En quelques instants, l'élite des archers anglais, qui avait fait la renommée des armées d'outre-Manche depuis Crécy et Azincourt, fut taillée en pièces. La bataille se transforma rapidement en déroute pour les Anglais. John Talbot, le redoutable commandant, fut capturé par Jean d'Agneau, un simple écuyer qui gagna ses lettres de noblesse grâce à cet exploit. John Falstaff, quant à lui, parvint à s'échapper, mais sa réputation fut à jamais ternie. Le bilan fut catastrophique pour les Anglais. 2500 morts sur les 5000 engagés. Du côté français, les pertes furent minimes, seulement 3 morts et une centaine de blessés. Pour la première fois depuis des décennies, les Français avaient vaincu les Anglais en bataille rangée. Le mythe de l'invincibilité anglaise était brisé. Cette victoire ouvrit la voie au sacre de Charles VII à Reims, consolidant sa légitimité en tant que roi de France. Plus largement, Patay marqua le début du reflux anglais en France. Le corps d'élite des archers anglais, décimé, ne fut jamais reconstitué. Dans les années qui suivirent, les Français reprirent progressivement le contrôle de leur territoire, repoussant inexorablement les Anglais. Ainsi, en ce jour de juin 1429, sur les plaines de Patay, le destin de deux nations bascula. Une charge de cavalerie audacieuse, un cerf inattendu, et le cours de l'histoire fut changé. La bataille de Patay reste gravée comme le moment où la France, portée par l'élan insufflé par Jeanne d'Arc, reprit son destin en main, ouvrant la voie à la fin de la guerre de 100 ans et à l'émergence d'une nouvelle ère pour le royaume. La bataille de Formigny, un tournant décisif de la guerre de 100 ans, se déroula le 15 avril 1450 près de Bayeux, en Normandie. Cette confrontation opposait les forces franco-bretonnes aux Anglais, dans un contexte où la France reprenait progressivement le dessus après des années de conflit. Au début de l'année 1450, la situation des Anglais en France était précaire. Charles VII, roi de France, avait lancé une campagne pour reconquérir la Normandie. En réponse, les Anglais envoyèrent des renforts sous le commandement de Sir Thomas Kyriel, qui débarqua à Cherbourg le 15 mars avec environ 3500 hommes. Du côté franco-breton, on comptait 2500 fantassins, 2000 cavaliers et 2 coulevrines. Du côté anglais, environ 7000 hommes, principalement des archers, des hallebardiers et des cavaliers. Le matin du 15 avril, alors que les Anglais s'apprêtaient à lever le camp, ils furent surpris par l'arrivée de l'armée française du comte de Clermont. Kyriel, fidèle à la stratégie anglaise, disposa ses troupes en position défensive, avec les archers protégés par des pieux. Le comte de Clermont, évitant de répéter les erreurs du passé, maintient son armée hors de portée des flèches anglaises. Il fit avancer ses 2 coulevrines qui commencèrent à faire des ravages parmi les archers anglais. Cette tactique provoqua une contre-attaque anglaise, menant à un affrontement général. Alors que la situation semblait tourner à l'avantage des Anglais, un événement inattendu changea le cours de la bataille. Le connétable de Richemont arriva avec 2000 hommes supplémentaires, principalement des Bretons. Sa cavalerie chargea la réserve anglaise, semant la confusion dans leurs rangs. Cette arrivée providentielle permit aux Franco-Bretons de lancer un assaut général. Les lignes anglaises furent enfoncées, forçant les survivants à se replier dans le village de Formigny. La poursuite qui s'ensuivit fut impitoyable, avec des paysans normands massacrant même des archers gallois qui tentaient de se rendre. Le bilan de la bataille fut lourd pour les Anglais, environ 3800 morts et plus de 1200 prisonniers, dont leur commandant Thomas Kyriel. Les pertes franco-bretonnes, bien que disputées par les chroniqueurs de l'époque, s'élevaient probablement à plusieurs centaines d'hommes. La bataille de Formigny marqua la fin des ambitions anglaises en Normandie et accéléra la reconquête française. Dans les mois qui suivirent, les dernières places fortes anglaises en Normandie tombèrent, les unes après les autres. Cette victoire décisive contribua grandement à l'issue de la guerre de 100 ans, qui se termina officiellement 3 ans plus tard avec la bataille de Castillon en 1453. Ainsi, la bataille de Formigny s'inscrit dans l'histoire comme un moment charnière, où l'utilisation judicieuse de l'artillerie et l'arrivée opportune de renforts permirent aux Français de remporter une victoire importante. Le 17 juillet 1453 se déroula un événement qui allait marquer la fin d'une ère, la bataille de Castillon. Cette confrontation décisive opposait les forces françaises aux troupes anglaises, commandées par le légendaire John Talbot, comte de Shrewsbury. Le contexte était tendu. Après plus d'un siècle de conflit, la guerre de 100 ans touchait à sa fin. Les Anglais, autrefois maîtres d'une grande partie de la France, voyaient leur emprise s'effriter. Dans un dernier sursaut, ils tentèrent de reprendre Bordeaux, tombé aux mains des Français l'année précédente.
Sur le champ de bataille, les forces en présence étaient assez impressionnantes. L'armée française comptait environ 10 000 hommes. Face à eux, les Anglais alignaient environ 12 000 combattants, incluant des Gascons, fidèles à leur cause. Le lieu de cette bataille épique se dressait près de Castillon-la-Bataille, en Guyenne. Les Français, sous la direction de Jean Bureau, grand maître de l'artillerie, avaient établi un camp fortifié sur une colline dominant la plaine. Leur stratégie reposait sur une utilisation massive de l'artillerie avec pas moins de 300 canons en position. L'aube du 17 juillet vit John Talbot lancer une attaque audacieuse contre le camp français. Mal informé, il croyait les Français en retraite. La réalité fut tout autre. Les canons français ouvrirent le feu, semant la mort et la confusion dans les rangs anglais. Malgré leur bravoure, les assaillants furent décimés par cette pluie de fer et de feu. Le tournant de la bataille survint lorsque la cavalerie bretonne, commandée par le comte de Laval, chargea le flanc des Anglais. Pris entre le marteau de l'artillerie et l'enclume de la cavalerie, l'armée anglaise se désintégra. John Talbot lui-même, figure emblématique de la cause anglaise, trouva la mort dans la mêlée, symbolisant la fin d'une époque. Les pertes anglaises s'élevèrent à environ 4000 hommes, tandis que les Français ne déplorèrent que quelques centaines de victimes. Plus significatif encore, Castillon marqua la fin de la présence anglaise en Guyenne, leur dernier bastion continental. Bordeaux capitula peu après, scellant définitivement le sort de la guerre de 100 ans. Cette victoire française eut des répercussions profondes. Elle consolida le pouvoir de Charles VII et posa les fondations d'un État français unifié. Pour l'Angleterre, la perte de ses possessions continentales provoqua une crise politique qui déboucha sur la guerre des Deux Roses. Ainsi, la bataille de Castillon ne fut pas seulement l'épilogue d'un long conflit, mais aussi le prélude d'une nouvelle ère. Elle illustra l'importance croissante de l'artillerie dans l'art de la guerre et annonça la fin de la chevalerie médiévale. Plus qu'une simple bataille, Castillon fut le crépuscule d'un monde et l'aube d'un autre, où la France émergeait comme une nation unifiée et puissante. Au cœur de l'hiver 1558, alors que l'Europe était secouée par les conflits religieux et les luttes de pouvoir, un événement marquant allait se dérouler sur les côtes françaises, le siège de Calais. Cette ville, dernière possession anglaise sur le sol français, était un symbole de la domination anglaise depuis plus de 2 siècles. La France et l'Espagne étaient en guerre, et l'Angleterre, alliée des Espagnols, se trouvait dans une position délicate. La reine Marie Tudor d'Angleterre, épouse du roi Philippe II d'Espagne, régnait sur un pays divisé et affaibli. De l'autre côté de la Manche, le roi de France Henri II, conseillé par le duc François de Guise, voyait une opportunité de frapper un grand coup. Le 1er janvier 1558, par un froid glacial, l'armée française se mit en marche vers Calais. Les forces en présence étaient impressionnantes du côté français, même si je ne trouve pas le nombre exact, face à une garnison anglaise d'à peine 2500 soldats. La ville, réputée imprenable, allait bientôt découvrir que sa réputation ne suffirait pas à la protéger. Le duc de Guise, stratège brillant, avait minutieusement préparé son attaque. Il commença par s'emparer des forts environnants, isolant la ville. Le 3 janvier, les Français prirent position dans les forts de Nieuley et de Risban. La ville se trouvait désormais à portée des canons français. Le 6 janvier, l'assaut final fut lancé. Les canons français ouvrirent le feu, creusant des brèches dans les murailles de la ville. Les défenseurs anglais, dirigés par Lord Wentworth, se battirent avec courage, mais furent rapidement submergés par le nombre. Après seulement une semaine de siège, le 7 janvier, Calais capitula. Pour la France, c'était un triomphe national. La dernière possession anglaise sur le sol français était enfin reconquise, effaçant le souvenir humiliant de la guerre de 100 ans. Le duc de Guise fut acclamé en héros, renforçant son influence à la cour. Pour l'Angleterre, la perte de Calais fut un choc terrible. Cette défaite marqua la fin définitive des ambitions anglaises sur le continent et contribua à l'isolement insulaire du royaume. Le siège de Calais eut également des répercussions diplomatiques. Il précipita la fin de la guerre entre la France et l'Espagne, aboutissant au traité du Cateau Cambrésis en 1559. Ce traité redessina les frontières en Europe et marqua le début d'une nouvelle ère dans les relations internationales. Ainsi, en l'espace d'une semaine, le destin de 2 nations fut bouleversé. Le siège de Calais, par sa rapidité et son efficacité, démontra l'évolution des techniques militaires et l'importance croissante de l'artillerie. Il mit fin à plus de 2 siècles de présence anglaise en France et ouvrit la voie à une nouvelle configuration géopolitique en Europe. Au cœur de la guerre de 7 ans, un conflit qui embrasait l'Europe et ses colonies, se déroula un épisode héroïque sur les rives du lac Champlain, la bataille de Fort Carillon.
Le 8 juillet 1758, dans les forêts denses de la Nouvelle-France, une poignée de Français et leurs alliés amérindiens allaient faire face à une armée britannique écrasante. Les Britanniques, déterminés à conquérir la Nouvelle-France, avaient lancé une offensive majeure. Leur objectif, le fort Carillon, une position stratégique contrôlant l'accès au cœur du Canada français. Face à cette menace, le marquis de Montcalm, commandant des forces françaises, se préparait à une défense désespérée. Les forces en présence étaient disproportionnées. L'armée britannique, dirigée par le général Abercrombie, comptait près de 16 000 hommes, dont 6 000 réguliers et 10 000 miliciens coloniaux. Face à eux, Montcalm ne disposait que d'environ 3 600 soldats, dont 2 600 réguliers français et 1000 miliciens canadiens et amérindiens. Conscient de son infériorité numérique, Montcalm opta pour une stratégie défensive audacieuse. Il fit construire des retranchements en bois sur les hauteurs dominant le fort, créant une ligne de défense formidable. Le 7 juillet, veille de la bataille, ses hommes travaillèrent d'arrache-pied pour renforcer ses positions. Le 8 juillet, l'assaut britannique commença. Vague après vague, les soldats en tunique rouge se lancèrent à l'assaut des retranchements français. Mais la position de Montcalm était solide, et ses hommes, galvanisés par leur commandement, repoussèrent chaque attaque, avec une détermination farouche. Pendant 6 heures, la bataille fit rage. Les Britanniques, malgré leur supériorité numérique, ne parvenaient pas à percer les défenses françaises. L'absence de leur artillerie, laissée en arrière par erreur, se faisait cruellement sentir. À mesure que la journée avançait, les pertes britanniques s'accumulaient, tandis que le moral des assaillants s'effritait. Finalement, vers 19h, Abercrombie ordonna la retraite. L'impensable s'était produit. Une armée de 3600 hommes avait repoussé une force de 16 000 soldats. Les pertes britanniques s'élevaient à près de 2500 hommes, contre seulement 377 du côté français. La victoire de Carillon eut un retentissement considérable. En France, elle fut célébrée comme un triomphe, renforçant le prestige de Montcalm. Pour les Britanniques, cette défaite fut un choc, entraînant la disgrâce d'Abercrombie. Cependant, malgré son éclat, cette victoire ne put changer le cours de la guerre. L'année suivante, les Britanniques revinrent en force et s'emparèrent du fort, rebaptisé fort Ticonderoga. La Nouvelle-France, malgré l'héroïsme de ses défenseurs, finit par succomber face à la puissance britannique. La bataille de Fort Carillon reste néanmoins gravée dans l'histoire de France comme un moment de gloire. Elle illustre le courage et l'ingéniosité des Français et de leurs alliés face à un adversaire supérieur en nombre. Au cœur de la guerre d'indépendance américaine, un affrontement naval décisif allait se jouer dans les eaux de la baie de Chesapeake. Le 5 septembre 1781, les flottes françaises et britanniques s'apprêtaient à s'affronter dans une bataille qui allait changer le cours de l'histoire. Les colonies américaines luttaient pour leur indépendance depuis 1775 et la France, alliée des insurgés, cherchait à porter un coup décisif à sa rivale britannique. L'amiral français de Grasse, fraîchement arrivé des Antilles, avait pour mission de bloquer la baie de Chesapeake pour empêcher le ravitaillement des forces britanniques en Virginie. La flotte française comptait 24 vaisseaux de ligne, tandis que les Britanniques, sous le commandant de l'amiral Graves, alignaient 19 navires. Le rapport de force semblait légèrement en faveur des Français, mais la réputation de la Royal Navy laissait présager une bataille acharnée. Le 5 septembre, les deux flottes se rencontrèrent à l'entrée de la baie. La bataille commença vers 16h, dans une mer agitée qui compliquait les manœuvres. Les deux lignes de bataille s'affrontèrent pendant plusieurs heures, échangeant des bordées meurtrières. Les Français, grâce à leur artillerie plus puissante et à leur meilleure coordination, infligèrent de lourds dommages à l'avant-garde britannique. L'amiral Graves, incapable de percer les lignes françaises, se trouva dans une position délicate. Pendant 5 jours, les deux flottes manœuvrèrent, cherchant l'avantage. Les Français, fidèles à leur stratégie, empêchèrent les Britanniques d'entrer dans la baie. Finalement, le 9 septembre, Graves, ses navires endommagés et à court de munitions, décida de se retirer vers New York. Le bilan de la bataille fut favorable aux Français. Bien que les pertes humaines étaient relativement équilibrées, environ 200 morts et blessés de chaque côté, les dommages infligés aux navires britanniques étaient bien plus importants. Mieux encore, De Grasse avait réussi à maintenir le blocus de la baie de Chesapeake. En empêchant le ravitaillement des forces britanniques du général Cornwallis à Yorktown, De Grasse condamna ces dernières à la capitulation. Le 19 octobre 1781, Cornwallis se rendit aux forces franco-américaines, marquant un tournant décisif dans la guerre d'indépendance. Cette bataille navale, souvent éclipsée par le siège de Yorktown qui suivit, fut en réalité la clé de la victoire américaine. Elle démontra la puissance de la marine française et l'importance stratégique du contrôle des mers,
Pour la Grande-Bretagne, cette défaite signifia la perte de ses colonies américaines et un coup dur à son prestige naval. Ainsi, en l'espace de quelques jours, le destin d'une nation fut scellé dans les eaux de la baie de Chesapeake. La victoire de l'amiral de Grasse, obtenue grâce à son audace et à la qualité de ses équipages, ouvrit la voie à l'indépendance américaine et renforça la position de la France sur la scène internationale. Au cœur de l'océan Indien, en cette année 1810, se déroula un affrontement naval qui allait marquer l'histoire, la bataille de Grand Port. Cette confrontation épique opposa les forces françaises et britanniques dans un contexte de lutte acharnée pour le contrôle des mers durant les guerres napoléoniennes. L'Île-de-France, aujourd'hui connue sous le nom de Maurice, était alors un bastion français stratégique menaçant les intérêts britanniques dans la région. Déterminés à s'emparer de cette position clé, les Britanniques lancèrent une offensive. Le 20 août 1810, une escadre britannique, composée de 4 frégates, s'approcha de Grand Port, sur la côte sud-est de l'île. Face à eux, les Français, sous le commandement du capitaine Guy-Victor Duperré, disposaient de 2 frégates, une corvette et une capture récente. Bien qu'inférieurs en nombre, les Français bénéficiaient d'un avantage crucial, une connaissance approfondie des eaux traîtresses de la baie. Duperré, stratège avisé, avait positionné ses navires en une ligne défensive formidable, tirant parti des récifs coralliens pour protéger ses flancs. Les Britanniques, menés par le commodore Samuel Pym, se lancèrent dans la bataille avec confiance, ignorant les dangers qui les guettaient. Le combat s'engagea le 23 août dans un fracas assourdissant de canons et un nuage de fumée âcre. Les navires britanniques, tentant de manœuvrer dans les eaux peu profondes, se trouvaient rapidement en difficulté. La frégate Sirius s'échoua sur un récif, devenant une cible facile pour les canons français. Pendant 4 jours, la bataille fit rage. Les Français infligèrent de lourds dommages à leurs adversaires. La frégate Néréide fut capturée, tandis que la magicienne, gravement endommagée, dut être abandonnée et incendiée par son équipage. Le 27 août, coup de théâtre. Le commodore Pym, voyant la situation désespérée, ordonna la destruction de ses 2 derniers navires pour éviter leur capture. La victoire française était totale et éclatante. Le bilan de cette bataille fut désastreux pour les Britanniques. 4 frégates perdues et près de 1000 hommes tués, blessés ou capturés. Du côté français, les pertes étaient relativement légères, avec environ 150 tués ou blessés. Cette victoire eut un retentissement considérable. Pour la première fois depuis Trafalgar, la Royal Navy avait subi une défaite cuisante. En France, la nouvelle fut accueillie avec enthousiasme, redonnant espoir dans un contexte de guerre difficile. Néanmoins, malgré son éclat, cette victoire ne put changer le cours de la guerre. Quelques mois plus tard, l'Île-de-France, qui n'est pas la région de Paris, tomba aux mains des Britanniques. Néanmoins, la bataille de Grand Port a marqué l'histoire comme un moment de gloire pour la marine française. La bataille de Grand Port fut la plus grande victoire navale française durant le régime napoléonien et se trouve aujourd'hui sur l'Arc de Triomphe de Paris. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aller voir celle sur 10 guerriers français redoutables qui s'affiche à l'écran. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits captivants et terrifiants. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui, et à bientôt!